Salut à tous, on va partir dans les coulisses de ce qui est pas l'un des plus importants chantiers d'Europe, le plus important chantier d'Europe, Alessandro. Bon, je ne vais pas jusque-là, mais sûrement un des plus importants. Ouais, on a le Grand Paris, nous, quand même, qui se pose là aussi. Paris, hein, oui. Qui est franco-français. On va dire que si on le regarde à l'échelle européenne, de l'intérêt de tous les Européens, peut-être que c'est le plus important. Bon, alors, il faut dire ce que c'est que ce chantier, hein, Alessandro Giannetti, directeur administratif et financier du tunnel. Alors, nous, on dit ferroviaire, mais vous dites Euralpin. Voilà, Euralpin. Tunnel Euralpin Lyon-Turin. David Bénard est avec nous. Salut David. Bonjour Stéphane. Country manager pour la France de GEDOX. J'ai appelé ça à l'écoute des signes faibles et c'est tout le paradoxe qu'on va avoir peut-être dans cette histoire. On va être le gigantisme de ce chantier qui néanmoins doit être à l'écoute des signaux faibles conjoncturels. Parce qu'un certain nombre de ces signaux signifient des millions d'euros sonnant et trébuchant rajoutés pour la... Et quelques mots quand même pour prendre la mesure de ce dont on va parler. Alors, on vient de citer le Grand Paris. On va dire, pour simplifier, nous sommes une ligne ferroviaire, un tiers de tout le projet Grand Paris. Donc le Grand Paris, c'est énorme sur toute la longueur de Paris, justement. Nous faisons une ligne de 60 km sous les Alpes. Totalement souterraine, donc 180 km global entre les deux tubes et tous les tubes les tunnels de sécurité. Nous avons 250 employés directs. On va voir avec aussi les fournisseurs, les sous-traitants, 4000 personnes qui vont travailler sous les chantiers. Il y aura 7 tunneliers en même temps qui vont creuser sur les Alpes. Ouais, on est massif, donc ça, c'est... Et pour vous donner aussi un chiffrage économique, c'est un projet d'entour de 10 milliards d'euros. Le Grand Paris, c'est 30 milliards d'euros, plus ou moins. Alessandro, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 30 ans. On parlait déjà du tunnel ferroviaire. Alors, on disait le Lyon-Turin à l'époque. Mais là, on est dedans. C'est-à-dire que là, ça y est, vous êtes dans les vraies opérations massives de génie civil. Absolument. Donc, effectivement, le premier échange, c'était en 90. C'était un traité, le traité de Nice. Et aujourd'hui, oui, finalement, on a signé pratiquement tous les grands contrats de travaux avec les grands... les grands sociétés, l'ensemble de ceux qui vont creuser ce tunnel. On a des contrats de plus d'un milliard d'euros, 3-4 contrats de plus d'un milliard d'euros. Globalement, on a plus de 20 contrats de 100 millions d'euros et je dirais que nous signons 500 contrats par an. Aussi pour donner un chiffrage, bien sûr aussi les plus petits. Mais, rentrons dans le dur de notre sujet. Le sujet, c'est que ce chantier extraordinaire est en fait, comme beaucoup de chantiers en Europe, pris maintenant dans les turbulences des difficultés d'approvisionnement, des hausses de prix, de l'inflation, voilà. De tout. L'ensemble de ces éléments aujourd'hui. Oui, absolument. Tout ça s'est arrivé plus ou moins en même temps. Exactement. On va dire la vie n'était pas un long fleuve tranquille avant 2020, mais vraiment aujourd'hui, c'est du rafting, vraiment. Tous nos partenaires sont vraiment en forte difficulté pour gérer ça parce que chaque contrat a aussi un planning. Et quand tu as pas les matériaux, les plannings ne peuvent pas être respectés. Et bien sûr, l'augmentation de prix, on va dire, de tout prix, mais on parle maintenant donc des prix de matériaux pour la construction, aussi a flambé. En plus du manque, parce que le grand problème maintenant, c'est pas vraiment et seulement le prix. C'est l'approvisionnement. C'est l'approvisionnement. Et le manque évidemment, chaque planning dépend du planning de l'autre. Ah, absolument. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ça tombe en cascade. Oui, ça tombe en cascade. Nous, on reste aujourd'hui sur une mise en ligne en 2032. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas encore, au jour d'aujourd'hui, à faire un planning qui peut nous donner une visibilité à un peu plus long terme. Alors on va en parler parce que vous subventionnez des travaux de recherche justement pour essayer de prévoir. Mais d'abord, David, c'est ça qui passionne GEDOX, c'est ça qui vous passionne. C'est-à-dire ces projets gigantesques, vous, votre sujet, c'est de leur donner suffisamment de puissance pour pouvoir analyser
C'est ça la démarche? C'est ça, en fait, le projet du tunnel Euralpin-Lens-Turin, donc TELT. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site web parce qu'il y a des images fabuleuses de ce projet magnifique. Oui, et puis il y a une masse de chiffres complètement Et puis 500 fournisseurs, des milliards de... C'est ça. Enfin, c'est une complexité incroyable. C'est un projet d'utilité publique en plus. Et donc c'est vrai que gérer toutes ces données, tous ces indicateurs financiers opérationnels, c'est évidemment impossible dans Excel ou manuellement. Donc notre métier, en effet, c'est d'accélérer la planification opérationnelle et financière. Donc on est très très fiers de compter TELT parmi nos clients. Donc on y participe humblement à notre niveau puisqu'on permet de prendre de meilleures décisions. Tu parles. Et Excel, c'est injouable. Oui, non. Le truc met 1 heure à s'ouvrir, quoi. Oui, non. Alors moi, avec mes amis, mais avec un peu tout le monde, je dis que je suis un des meilleurs, directeurs financiers à travailler sur Excel. Je le connais très très bien, je connais des fonctions que vous n'imaginez même pas, mais je le déteste. C'est vraiment la pire des choses. Moi, dès que je suis arrivé, j'ai tout enlevé, tous les Excel qu'il y avait, les petits Excel. On a fait ce qu'on appelle, pour chercher le produit entre Jedox et d'autres fournisseurs, études de marché. On a trouvé Jedox parce que c'était le plus souple pour nous. Okay. C'est pas une société normale, c'est pas une société de production qui a sa prévision de blé et après doit faire de sandwich, voilà, des gâteaux. Tout à fait. C'est vraiment très particulier. Donc tout ce qu'on avait vu, c'était un peu trop, déjà encadré. Et Jedox nous a offert cette possibilité, et après on ne va pas rentrer dans le technique bien sûr, mais de configurer ce que nous on avait besoin avec toutes les possibilités, les paramètres, les variables, le cube, comment ça s'appelle techniquement. Non, mais d'où le titre que j'ai choisi, l'écoute des signaux faibles. Il faut que tu racontes, Alessandro, il y a 2 universités alors, qui travaillent avec vous. Raconte-nous ça. OK, alors, tout d'abord, nous sommes financés par les États. C'est un projet entièrement financé par les États et par l'Union européenne. Et donc, les États doivent aussi, sur ce type de projet, faire leur planification financière, savoir combien ça coûte. Et donc, nous, on a très, très souvent, chaque année, clairement, mais maintenant, encore plus souvent, le ministère, notamment Bercy, qui veut savoir les chroniques pluriannuelles. Bien sûr. Et bien sûr, pour l'argent que doivent nous verser, il faut savoir que nous avons 2 types de contrôle. Un contrôle que c'est en euros constants. On a pris une date fixe, donc les euros 2012, pour le contrôle du projet, pour être sûr que ça ne va pas coûter plus de ce qu'on avait prévu. Or, tout est fait monétaire. Ça, pour le grand projet, c'est assez classique, même avant 2020, quand l'inflation, ce n'était pas très important. Mais l'autre, c'est vraiment combien d'argent ils doivent nous donner. Et le montage que l'inflation va faire, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et on n'a pas vraiment fait des estimations solide, nous, et c'est pour ça qu'on a demandé l'aide de macroéconomistes, parce que ça, c'est un travail de macroéconomistes, de lire toute une série de variables, de matrices, de paramètres, que nous, on n'est pas capable de faire. Et c'est pour ça, donc, on a demandé des expertises, on a dit 2, parce que ça doit être quand même des experts binational, d'un côté et de l'autre, pour donner un indicateur qui pourrait être utilisé. Et donc, les États sont suffisamment contents d'avoir ce type de paramètres. Aujourd'hui, le paramètre qu'on utilise, c'est 1,5%. 1,5% d'augmentation de hausse annuelle. De hausse annuelle. Voilà. Bon, je ne vais même pas dire si ça a encore du sens ou pas. Peut-être mais que personne oui. ne peut. Voilà. Personne ne peut, je te rassure, Alessandro. Et donc, pour répondre aux administrateurs, mais aussi donc, aux fonctionnaires du ministère avec lesquels on travaille très, très strictement, il faut lui donner quelque chose d'un peu plus solide et structuré. Sont de moments assez complexes pour tout le monde, j'imagine aussi, pour aller parler avec l'Union européenne et avoir certains financements. Mais même pour nos 2 États, italiens et français, ils sont à la recherche aujourd'hui du moindre milliard. Donc là-dessus, c'est évidemment important. Et c'est là où, David,
l'outil, en fait, il va permettre, parce que ces universitaires vont sortir avec un travail, je crois que c'est début de l'année prochaine, hein, que c'est prévu, Alessandro, vont sortir avec un travail qui va être, je pense, passionnant, pour sans doute énormément de gros industriels, de gros chantiers. Et là, il va y avoir énormément de paramètres à rentrer. Et c'est là la force de la plateforme GEDOX. En fait, déjà, dans le domaine de l'économie, un sujet que tu connais bien, on est toujours à la recherche des signaux faibles, de tout ce qui est prémonitoire de la situation qui va arriver. Et on essaie de les voir, de les observer au plus loin. Ce qui est vrai en économie, c'est vrai pour les entreprises. Il y a des indicateurs financiers qui sont alimentés par des indicateurs opérationnels, eux-mêmes alimentés par les signaux du marché. Donc là, en effet, on va être capable d'intégrer dans les modèles de planification le prix du pétrole, le prix des matières premières, se connecter à des indices de l'INSEE, etc., pour être capable d'anticiper le plus possible. Voilà. Le trafic des bateaux, par exemple, bien sûr. l'effondrement, puisque c'est le cas en ce moment, l'effondrement du prix des conteneurs, après qu'il est monté de manière assez invraisemblable sur une autre période. Et c'est ça, Alessandro, pour toi, qui fait aussi la force de l'outil, c'est-à-dire capable de s'adapter en permanence? Absolument, capable de s'adapter en permanence. Bon, bien sûr, quand on l'a acheté, on n'avait jamais, j'aurais pensé qu'on devait mettre dedans la matrice de Leontiev, qui c'est donc l'économiste russe qui a étudié le système qu'on va mettre en place. Et jamais de la vie. Et j'ai pensé notamment au coût du personnel, on commence à remonter. Mais ça tout a changé. Maintenant, le coût de personnel, c'est très important aussi. Mais il a une importance beaucoup moins forte que comprendre cette évolution du coût de l'ouvrage à long terme. Et donc, voilà, c'est cette adaptabilité, aussi la capacité de travailler avec de grands chiffres. Nous, on a, donc le projet est découpé en 10 000 lignes. Ça veut dire 10 000... 4 à 5 000 sous-traitants, hein, tu as dit. Oui, hein, de 4 à 5 000 sous-traitants. 10 000 petits ouvrages, non, selon le concept de cette organisation qui s'appelle WBS. Et donc, chaque ligne a son évolution. Je pourrais dire aussi, les financeurs sont différents selon la ligne qu'on va, la ligne comment dire... Tu vas adresser ces 10 000 chantiers distincts au milieu de ce chantier incroyable. Et chacun de ces 10 000 chantiers a son propre financement, son propre PNL, son propre... Absolument. Ils sont liés entre eux en plus. Donc, et ils sont liés entre eux. Oui, forcément, ils sont liés entre eux. Oui. Donc, ça, c'est, comment dire... c'est incroyable. C'est que... Et je dois dire aussi, c'est pas seulement l'outil, mais c'est nécessairement, il faut quelqu'un qui connaît bien l'outil et qui nous aide à le mettre en place. Ce n'est pas un outil très complexe. Quand même, il faut avoir une expertise pour le manier. On ne peut pas dire, OK, c'est un peu plus complexe qu'Excel, on pourrait dire. Bien sûr. Non, c'est normal. Après, tu as soulevé, Alessandro, finalement 3 points avec tes mots, mais nous, ce que l'on voit, c'est que pour répondre aux enjeux de ce type de projet, il faut 3 choses. Il faut être adaptable, donc s'adapter au business et à la complexité de l'entreprise, donc d'où la flexibilité qui est importante. C'est l'intégration de données, parce qu'on se connecte à de nombreuses sources de données, des ERP, du SAP, des données qui sont externes à l'entreprise. C'est très important, de plus en plus importante, les données exogènes. Oui, absolument. Bien sûr. Et enfin, c'est la simplification, parce qu'on n'est pas là pour rendre les choses complexes. La complexité est là, la complexité est déjà là, il faut simplifier les choses. Ouais, mais on doit ajouter, mais on n'a pas le temps là, on est au bout, mais on doit ajouter en plus risque de triple reporting, parce que tu as les Français, tu as les Italiens, tu as la Commission européenne. La Commission européenne, absolument. C'est aussi cette complexité-là qu'il faut... C'est pas un risque, c'est une certitude presque. Et aussi, donc, c'est un reporting que moi j'aimerais, et qu'il faut finalement on est arrivé, qui ça sort directement de GEDOX. Nous, on a voulu donner à nos instances de contrôle, au comité de surveillance, l'accès à GEDOX pour des vous voulez voir ça. Et ce qu'il n'avait pas GEDOX il y a 4-5 ans, c'était vraiment cette capacité de représenter les chiffres de façon immédiatement compréhensible. Pour certains niveaux, parce qu'on part toujours. Et donc là aussi, ça que c'est bien, l'adaptabilité. Moi, je fais une petite critique à une époque à cette difficulté de représentation des chiffres. Et GEDOX, que c'est une société, derrière, il y a quelqu'un, effectivement, qui nous écoute. Et ils ont mis en place quelque chose de plus compréhensible, de plus, comment dire, travailler sur le reporting, que c'est important, sur la représentation des données. Un mot de conclusion, une
une seule chose est sûre, c'est que la complexité du monde ne va pas se simplifier. Non, mais Voilà. alors là, je vais, Donc... non, mais, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est vrai qu'on est dans un monde changeant en permanence. Ouais. C'est les phrases qu'on entend tout le temps, monde incertain, monde improbable. Mais c'est vrai que la seule constante, c'est le changement. Ouais. On est juste certain que le changement sera permanent. Donc dès lors, on est obligé de s'adapter en permanence. Alors, un logiciel tel que GDocs va être ce qu'on appelle un enabler en anglais. Je sais pas la bonne traduction en français, mais ça va donner la possibilité. Ça va donner la possibilité de s'adapter au changement. Ouais. Bien sûr, il faut les hommes, il faut l'expertise, il faut l'intelligence métier. Et ça, c'est pas nous qui l'avons, c'est nos clients. Mais c'est vrai que c'est un logiciel qui va permettre de rendre ça possible. Voilà. De rendre un peu plus simple un monde complexe. C'est ça. Merci messieurs, et n'hésitez pas, Future of Finance continue en permanence tous ces programmes à la demande sur notre plateforme.